Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Alpes. Vous le savez désormais, tous les soirs, nous vous proposons débats et confrontations pour faire vivre cette campagne si singulière des municipales 2020. Ce mercredi, direction la Savoie et la ville de Chambéry, où le suspense est à son comble. La capitale des Ducs de Savoie va vivre un second tour très ouvert. Mais comme le premier tour commence à dater un peu, je vous propose de retrouver tout de suite les éléments de contexte avec Claudette Weitilingom. Chambéry, capitale des Ducs de Savoie et carrefour de l'Europe. Avec 60 000 habitants, elle est la plus grande ville du département, la plus scrutée aussi lors de ce second tour. Michel Dantin, maire Les Républicains depuis 2014, est certes arrivé en tête, mais avec un score en repli. En face, les gauches se sont réconciliées. La liste de l'ancien ministre socialiste Thierry Repentin a fusionné avec celle d'Aurélie Lemeur, la liste citoyenne. De quoi largement entretenir le suspense. De quoi aussi s'interroger sur le fond. Quid des divergences sur le Lyon-Turin ou sur le nouveau parking Ravet? Après un mandat marqué par l'austérité budgétaire, la crise sanitaire risque aussi de laisser des traces. Les programmes des candidats vont devoir être adaptés. Voilà en tout cas de quoi nourrir le débat avec les deux candidats. Michel Dantin, bonsoir. Bonjour. Vous avez 60 ans, vous êtes, on l'a entendu, maire Les Républicains de Chambéry depuis 2014. Merci d'être avec nous. Face à vous, Thierry Repentin, bonsoir. Bonsoir. 57 ans, conseiller départemental de Savoie, sénateur, ancien ministre socialiste sous François Hollande. Merci à vous également d'être avec nous. Messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant d'entrer dans le vif des propositions, quelques questions de politique. Et la première est pour vous, Thierry Repentin. Cette alliance avec Aurélie Lemeur a peut-être un peu surpris lorsqu'elle a été annoncée, tant il semblait y avoir des divergences. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une liste qui ratisse très large, du Parti communiste français à l'UDI, parti de centre-droit. En 2019, lors des européennes, vous aviez appelé à voter pour La République En Marche. Quel est aujourd'hui votre positionnement politique, Thierry Repentin ? Chacun sait que je suis un homme de gauche. Je l'assume totalement. Et notre rassemblement, il a été voulu par les Chambériens qui nous ont envoyé un signe en nous demandant de nous entendre pour que nous puissions remettre, je pense, de la démocratie, de la solidarité dans les politiques publiques et pour ne pas attendre 6 ans de plus pour que l'écologie soit enfin une priorité de la politique municipale à Chambéry. Et avec Aurélie Lemeur, nous avons trouvé facilement, avec une très grande fluidité, la capacité à nous rassembler avec une équipe de femmes, d'hommes qui ont envie, qui ont de l'énergie à partager avec les Chambériennes et les Chambériens. On reviendra dans quelques instants sur le parking Ravet. On parlait du Lyon-Turin dans le sujet. Même là aussi, même sur ce dossier, les divergences éventuelles ont pu être aplanies. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas de divergence au premier tour quand nous avions fait un débat ici. Je vous le confirme. Nous souhaitons que Chambéry reste une capitale internationale, connectée sur les axes de transport, notamment entre la France et l'Italie, mais aussi bénéficier de cette future infrastructure pour que nous ayons enfin un lien avec Lyon par le rail qui soit compétitif par rapport à la voiture, ce qui nécessitera la construction d'une voie ferrée à 2 voies qui dessert Chambéry et qui place Chambéry d'une façon très facilement accessible. Quitte à ce que la ligne à grande vitesse ne passe pas par Chambéry. Nous avons plaidé pour que la déclaration d'utilité publique de 2013 soit respectée, ce qui veut dire qu'elle doit effectivement passer à Chambéry. Michel Dantin, vous avez été très dur sur cette alliance de vos adversaires. Il y a quelques jours, dans l'essor savoyard, vous déclariez « ce n'est pas Chambéry qui les intéresse, c'est de descendre Michel Dantin ». Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comme ça depuis plusieurs mois, depuis le début de la campagne. On voit bien que c'est le maire sortant qui est la cible. J'y vois pas de mal, j'y vois pas de malice non plus, puisque c'est un peu la règle du jeu d'une campagne électorale. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que 6 ans, c'est très long, qu'il faut que l'équipe tienne, qu'elle tienne dans la diversité, mais qu'elle tienne aussi dans la difficulté. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous avons une vraie différence de méthode. Moi, j'ai constitué une équipe qui, après avoir écouté, a arrêté un programme. Ce programme, c'est le programme de l'équipe. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit que si des alliances devaient être faites, les alliances, elles sont avant le premier tour. Il faut constituer une équipe qui soit la plus large possible, la plus représentative possible de la ville. C'est dans cet état d'esprit que je me suis présenté au mois de mars devant les Chambériens
et je suis fidèle à la parole que j'ai eue il y a 3 mois et demi. Autre question, Michel Dantin, dans l'actualité politique. Selon Mediapart, site d'information en ligne, le président de l'agglomération de Chambéry, Xavier Dulin, serait au cœur d'un conflit d'intérêts. Il est à l'origine du salon Grand Ski. Il est aussi, via une société, l'un des principaux prestataires de ce salon Grand Ski. Que pensez-vous de ces révélations? Xavier Dulin, aujourd'hui, a-t-il encore votre confiance? Non, il n'est pas à l'origine du salon Grand Ski. Le salon Grand Ski, c'est un salon qui est fait par une structure qui dépend de l'État, du ministère des Affaires étrangères, qui s'appelle Atout France, qui lance un marché, une société dans laquelle Xavier Dulin est le directeur, a gagné depuis plusieurs années ce marché. C'est une chose. Il y a ensuite une soirée des partenaires qui est un moment convivial où différents financeurs, dont l'agglomération, participent au financement. Mais ce n'est pas la société qui organise Grand Ski qui organise cette soirée. Puis j'ajoute simplement une chose, ce n'est pas l'agglo qui va défendre la candidature, c'est le maire de Chambéry qui va défendre contre le maire de Grenoble, le maire de Lyon, le maire de Nice la dernière fois, devant Atout France, la candidature de Chambéry avec le parc des expositions, avec Savoie Expo. Xavier Dulin a donc toujours votre confiance? Absolument. Alors, sur les résultats de ce premier tour, on l'a vu, Michel Dantin, votre score est en repli par rapport à 2014. Vous perdez 12 points par rapport au premier tour d'il y a 6 ans. C'est beaucoup pour un maire sortant. Sur les réseaux sociaux, depuis quelques jours, vous mettez beaucoup votre bilan en avant. Est-ce à dire que vous ne l'aviez pas fait suffisamment en mars dernier? D'abord, nous n'avons pas le même corps électoral en mars 2014 et en mars 2019. Effectivement, un peu plus d'abstention cette année. Oui, le taux d'abstention a grimpé de manière phénoménale en raison de la crise sanitaire. Je rappelle que j'étais les études montrent que l'abstention a touché toutes les strates du corps électoral. J'étais pas favorable au deuxième tour maintenant, pensant que les Chambériens, mais aussi les Français en général, avaient la tête dans autre chose. L'après-Covid, la crise qui est devant nous, et qu'il fallait reporter les élections à plus tard. Les élections ont lieu dimanche dans 10 jours. Eh bien, tournons cette page le plus vite possible et en allant voter le plus massivement possible. Pourquoi le plus massivement possible? Parce que le maire, c'est un élu dans la proximité. Et je crois que c'est important qu'il puisse, quel que soit le résultat du vote, travailler à partir d'une base électorale la plus large possible. On a déjà eu quelques éléments dans votre réponse tout à l'heure, Thierry Repentin, mais quel bilan vous portez justement sur ce bilan de Michel Dantin? Quel regard vous portez sur ce bilan de Michel Dantin qui est mis en avant depuis quelques jours sur les réseaux sociaux? Écoutez, le bilan, franchement, il a été jugé par les électeurs au premier tour, à la mi-mars dernier. 63% des électeurs chambériens qui se sont déplacés ont choisi une autre alternative à celle de la reconduction de la liste en place, puisque, vous l'avez dit, le maire sortant fait 37%, ce qui veut dire qu'il y a 63% des gens qui veulent une alternative. Donc moi, je ne suis pas là pour juger le bilan de mon adversaire. Je suis là pour tracer des perspectives pour l'avenir. Je crois qu'il y a un changement de cap qui est souhaité. Il y a une aspiration de la société à ce que nous ayons des politiques de proximité. Sur quoi, par exemple? Un dialogue avec la population. La méthode de gouvernance, par exemple, n'a pas été, c'est le moins que l'on puisse dire, une méthode très adaptée au dialogue. On décidait, le sentiment d'avoir raison. Des associations se sont constituées, des recours ont été faits sur beaucoup de projets. Nous voulons vraiment tourner cette page. Je suis d'accord avec l'expression qui a été utilisée il y a 30 secondes. Je crois qu'il faut remettre du lien entre la municipalité et les Chambériens, au-delà même des projets que nous allons porter en matière de développement sur l'économie plus proche du terrain, ancrée dans le territoire, mais également une politique des transports reconfigurée, renouvelée, une vraie écologie de proximité qui a fait défaut, et puis la solidarité à l'égard des quartiers dont beaucoup se sentent aujourd'hui oubliés. Vous n'écoutez pas assez, Michel Dantin, les quartiers notamment, vous ne les écoutez pas assez? Je n'écoute pas un certain nombre de personnes que je retrouve sur la liste de Thierry Repentin aujourd'hui. J'ai écouté beaucoup d'autres chambériens. Certes, au bout de 25 ans, des habitudes avaient été prises, il y avait des inféodés du système. Que ces inféodés se trouvent un peu exclus, c'est quelque part la règle du jeu. Lorsqu'avec l'agglomération, nous avons fait la fabrique du territoire, il y a près de 5000 habitants de l'agglomération qui se sont exprimés. Lorsque l'on bâtit la politique jeunesse, il y a plus de 1000 jeunes qui s'expriment aussi, qui participent à des ateliers. Donc nous avons aussi, avec la Chambre mobile, conduit un certain nombre d'opérations, non pas dans des salles, mais au pied des montées d'escalier,
en discutant directement avec les habitants des montées concernées par un projet d'aménagement, que ce soit la réfection de la pelouse du Mâconnais, par exemple, ou l'aménagement centre-nord. Nous avons utilisé d'autres méthodes de concertation, de discussion avec la population. Mais je reconnais qu'un certain nombre de personnes qui étaient habituées d'un système n'y ont pas peut-être retrouvé leur place. Je ne me suis pas, en tout cas, habitué, moi, à voir des expulsions du conseil municipal par la police municipale ou la police nationale. Ce sont des exemples qui sont arrivés trop souvent au cours de cette mandature et qui montrent qu'il y a quand même un vrai problème dans la gouvernance de Chambéry, et je le regrette. Et je ne peux pas laisser dire qu'il y aurait une opposition qui était démocratique auparavant et une qui ne le serait plus sous votre mandat. Je pense que lorsqu'on a effectivement érigé comme mode autoritaire la décision, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des contestations. Et ces contestations, malheureusement, elles ont grippé la démocratie à Chambéry. Donc il y a là une démocratie à réinventer, avec des conseils de quartier, par exemple, avec des vrais adjoints de quartier qui fassent le lien entre le territoire, les habitants et la municipalité. Et je trouve qu'il y a un champ extraordinaire d'énergie des habitants qui a été vraiment sous-estimé durant ce mandat et qu'il faut réveiller. Et dans les citoyens, énormément d'engagés veulent une démocratie de proximité qui leur a fait défaut. Ceux qui sont venus, M. Repentin, vous le savez bien, à 3 reprises perturber le conseil municipal sont les mêmes. Les ATSEM, par exemple. Pas d'une manière différente, les ATSEM, par mais exemple. Les mêmes. La CGT avec les le mêmes... milieu culturel La CGT avec les milieux culturels chambériens ne sont pas venus, M. Repentin. Si. Non. Ils ont manifesté au pied de la mairie en début de mandature lorsque vous avez asséché le soutien au monde associatif culturel. Mais je n'ai pas asséché le soutien au monde associatif culturel. Vous Ils savez, jugeront. Mais ils jugeront. Les Chambériens savent très bien que la situation financière de la ville m'a obligé à faire des coupes drastiques dans le budget 2015 pour éviter que la ville soit mise sous tutelle. Et j'ai coupé tous les budgets de 20%. Quel que soit le secteur. Il n'y a pas eu le secteur culturel à part par rapport à d'autres secteurs. Nous avons opéré de manière linéaire pour éviter justement de créer des tensions entre les associations. Je pense que depuis, vous avez aidé beaucoup plus d'associations qui vous étaient proches que des associations qui préexistaient. Lesquelles? Vous en avez cité Lesquelles? hier sur un quartier, mais on va en discuter sans doute dans le débat aujourd'hui. Alors en attendant, il y a un dossier qui cristallise énormément les oppositions depuis quelques jours à Chambéry, c'est le dossier que vous connaissez sans doute très bien, du parking Ravet. Il a été occupé, ce chantier, pendant 3 jours par des militants opposants à sa construction, notamment l'association Extinction Rébellion. Un campement provisoire a été installé en haut de la grue, vous voyez ici les images. Alors ce parking, on le disait, est un vaste chantier, 500 places prévues sur 7 étages, chantier dont on parle beaucoup en ville depuis 2016. Michel Dantin, vous avez parlé de déni de démocratie pour qualifier l'action de ses opposants. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que c'était un des points phares de mon programme de 2014, parce que moi j'annonce clairement à travers les propositions ce que je veux faire au cours du mandat. Il y a ensuite eu des contestations devant les tribunaux qui ont toutes été gagnées par la ville. Donc aujourd'hui, puisqu'on n'a pas la parole en justice, on utilise d'autres méthodes. Moi, je rappelle simplement que le parking Ravet, c'est pas simplement un parking, c'est un outil d'aménagement de la ville. À l'entrée de la ville, à l'entrée du centre-ville. À l'entrée du centre-ville. Si vous voulez enlever les voitures d'un certain nombre d'espaces en ville pour rendre de la liberté aux piétons, pour reverdir le centre-ville, pour décrouter un certain nombre de surfaces comme nous l'avons déjà fait boulevard de la Colonne, il faut bien évidemment enlever les voitures de la ville. Je pense que, quel que soit le temps, moi je ne crois pas au moins de voitures. Je crois profondément à d'autres formes de motorisation. Je crois au moteur électrique, je crois au moteur à hydrogène. Je rappelle que nous sommes une région test et que j'y ai un peu contribué en tant que député européen. Mais nous avons besoin de diverses formes de mobilité. Et le parking Ravet proposera aussi des places pour les vélos et les vélos électriques notamment. À la place précédemment était proposé un immeuble qui était plus haut que ce que sera le parking Ravet. J'ai bien compris que c'était un outil de cristallisation de la campagne électorale. Chacun jugera. Je continue à avoir des expressions positives en faveur de ce parking. J'ai bien compris que dans l'équipe de M. Repentin, certains voulaient arrêter le chantier, arrêter le projet, arrêter le programme. Eh bien, ma foi, nous verrons. Il faudra de toute façon que quelqu'un paye. Parce que je rappelle aussi une chose, c'est que le parking Ravet, aujourd'hui, il est payé. Le chantier est en cours. Il sera payé par ceux qui l'utiliseront. Certes, des Chambériens, mais aussi des gens venus d'ailleurs.
Si le parking était gratuit, ce serait que le contribuable chambérien qui le payerait. Et si nous devons indemniser, comme on nous le demande déjà pour les temps d'arrêt du chantier, les entreprises, c'est le contribuable qui le payera. Thierry Aupentin, dans l'essor savoyard, la semaine dernière, vous estimiez que ce chantier était, je cite, symbolique de la municipalité de Michel Dantin. Qu'est-ce que ça veut dire là encore ? Il est symbolique à 2 titres. Je veux bien le dire, effectivement, c'est sur la méthode. Ce parking n'a pas été dialogué, discuté avec celles et ceux qui en seront demain les voisins. Il n'a pas été non plus dialogué avec celles et ceux qui empruntent aujourd'hui la rue qui dessert le quartier de Mérande et qui va se trouver obstruée par le nouveau parking en silo. Et c'est effectivement la méthode de dialogue qui a monté, qui a conduit d'ailleurs à ce que des recours soient faits. Et pour être très honnête, un certain nombre de recours ont été gagnés devant le tribunal, amenant à ce que le permis de construire lui-même du silo soit modifié. Donc c'est la méthode. Alors, et par ailleurs, la seconde chose, c'est qu'il y a eu aujourd'hui une politique de faire des voitures, enfin des parkings en silo. C'est une solution des années 80. Quelles sont encore les villes qui construisent des silos de 7 étages en quasiment plein centre-ville? On est sur une entrée de ville celles qui ne sont pas sur l'eau, sur Repentin. À taille humaine, vous avez une vision sur la chaîne des Bauges avec le mont Penay, la croix du Nivolet, symbolique de ce qu'est Chambéry, et le clos Savoiroux, où se trouve le mémorial de la Résistance et le monument aux morts. Et vous aurez, sur cette perspective, au débouché de plusieurs rues, un silo à voiture. Il y en aura un autre, d'ailleurs, à la Cassine, là aussi en silo. Sur ces 2 endroits, il était prévu des parkings qui puissent être faits en sous-sol. C'était une solution bien plus acceptable pour tout le monde. Il s'en est fait par le passé. Un de vos prédécesseurs, M. Pierre Dumas, en a fait un à proximité sous la mairie. Et ça a délivré une belle place. Il en a été fait un devant le palais de justice. Personne ne s'en plaint. Vous avez une magnifique place qui vous permet de mettre en valeur les facettes du palais de justice, du musée des Beaux-Arts. Et donc ce que je veux dire, c'est que c'est un enlaidissement de la ville et que c'est par ailleurs très significatif d'une politique vraiment datée. Et je le dis, ces réalisations n'embelliront pas la ville. Ceci étant, puisqu'on essaye de faire peur aux électeurs en disant « mais tout cela va coûter de l'argent in fine », le programme, il est engagé. Et vous savez très bien qu'il ne sera pas démoli. Donc, cessez de faire peur aux gens. Par contre, nous verrons quelles sont les capacités que nous avons à le modifier pour qu'il soit plus respectueux. Il sera plus respectueux du voisinage. Nous en sommes à 2 niveaux, presque 3. Nous verrons effectivement quels sont, en dialogue avec l'entreprise, ce que vous avez fait d'ailleurs avec la gare lorsque vous êtes arrivé, vous avez arrêté un chantier pour voir comment nous pouvons aujourd'hui, c'est-à-dire le mois de juillet prochain, voir comment nous pouvons faire évoluer ce parking qui nous semble effectivement être une erreur urbaine. Donc vous arrêteriez à 5 niveaux, 4, 5 ? Alors, il peut y avoir plusieurs solutions. Il y a moins de niveaux de parking, mais on peut construire aussi d'autres choses dessus, du tertiaire ou de l'habitat. C'est quand même un peu plus acceptable que ça ne l'est aujourd'hui. Et on verra avec les entreprises, mais on dialoguera aussi, vous voyez, et ça va être nouveau, avec les associations de riverains qui ont beaucoup de choses à dire parce qu'ils n'ont pas été entendus. Sur Repentin, il ne faut pas avoir la mémoire défaillante. La gare... Je ne l'ai pas, je vous rassure. Si, la gare, elle a été arrêtée en octobre 2013. Et en octobre 2013, je n'étais pas à la mairie. D'ailleurs, si vous en voulez la preuve, je peux vous la produire. Je l'ai ici. J'ai également la lettre de M. Gross, de l'entreprise Gross, qui demandait les dédommagements pour l'arrêt du chantier. Et ce courrier porte les dates à laquelle a été signé l'ordre d'arrêter le chantier. Donc le chantier, il a été arrêté avant les élections municipales, pas après les élections municipales. Les électeurs, ils ont le droit à un discours de vérité. Parce que votre directrice régionale SNCF... Non, elle n'était plus en activité. Elle n'était plus en activité. Avait indiqué qu'elle ne voulait plus financer ces travaux. Repentin, elle était à la retraite. Pourtant dialoguer avec la SNCF. Bon. Vous parlez de Josiane Beau. Josiane Beau était à la retraite depuis le mois de juin. L'arrêt a été prononcé au mois d'octobre. Et quand j'ai rencontré M. Pépi pour relancer le dossier de la gare, M. Pépi m'a justifié du pourquoi il avait pris la décision de se retirer du projet tel qu'il était, par une opposition avec mon antéprédécesseur. Les choses sont extrêmement claires. Vous essayez depuis le début de charger Josiane Beau, mais Josiane Beau, elle y est pour rien puisqu'elle n'était plus en activité.
Son pot de départ à la préfecture de région, c'est le 30 juin 2013. C'est la politique que vous avez menée et c'est surtout l'avenir de Chambéry qui m'intéresse. Et j'espère qu'on va en parler. Des confusions qui mènent au doute. Donc on maintient le chantier du parking gravé, on l'adapte. Pour que les électeurs y voient clair, on l'adapte en rabotant un ou deux niveaux, en mettant peut-être du tertiaire au-dessus. Là, les électeurs ont donc de quoi trancher. C'est du tertiaire maintenant. Il y a quelque temps, c'était du logement. J'ai dit du tertiaire ou du logement. Nous verrons ce qu'il est capable de faire. Mais vous avez toujours les idées arrêtées. Vous savez tout. Moi, j'ai toujours des doutes. Et vous savez, la vie publique vous oblige aussi à vous questionner sur les choses. Celles et ceux qui me connaissent bien. La portée de ce chantier. Non, mais en fait, vous amène même à vous c'est vous qui en faites une portée parce que franchement, c'est un dossier de la vie chambérienne. Il y a des oppositions. Et moi, je suis très heureux que des parkings aient été faits pour l'attractivité du centre-ville, surtout les parkings qui sont pratiques, que l'on ne voit pas et qui ne viennent pas enlaidir la ville. À partir du moment où il y a une contestation, ce ne sont pas les journalistes qui font d'un sujet un dossier. Mais l'élection ne se fera pas sur ce parking. Alors, je crois de toute façon que celles et ceux qui me connaissent bien savent bien que je suis très différent de l'image que vous voulez me donner dans cette campagne. C'est-à-dire ? Je ne suis pas quelqu'un ni de colérique, ni de méchant, ni de borné. Je suis plutôt quelqu'un qui est réputé être assez ouvert. Ceci étant dit, messieurs, on vient de traverser, nous traversons encore une crise sanitaire d'une ampleur sans précédent. À titre personnel, avant d'entrer dans le vif du sujet, que retenez-vous de cette période, Thierry Repentin ? Avant tout, que ça a été une épreuve pour notre pays, pour nos concitoyens, pour cette crise, et par ailleurs aussi des craintes à l'égard de nos amis, de nos proches, de nos aînés par rapport à la maladie. Mais ça a été aussi l'expérience d'une vraie société de résilience, c'est-à-dire comment, collectivement, on se met en route pour répondre aux défis. Et moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'actions de solidarité portées par des associations, c'était assez fabuleux, des habitants qui se sont pris eux-mêmes en main pour apporter de la solidarité à l'égard des populations qui souffraient le plus, celles et ceux qui étaient parfois recluses dans leur quartier. Et si l'État et toutes les collectivités locales ont fait ce qu'il fallait, c'est dans la capacité de nos concitoyens, effectivement, qu'on a vu beaucoup de choses. Et je crois qu'il faut qu'on remercie aussi toutes ces professions, évidemment du personnel hospitalier, mais également celles et ceux qui étaient en EHPAD, ou de professions dont on imaginait mal avant l'importance qu'ils avaient dans la société. Les éboueurs, j'imagine. Absolument, les caissières, les éboueurs, des services municipaux qui apportaient des services au quotidien. Et on a vu aussi les fractures territoriale, et donc l'importance, et c'est une belle leçon, l'importance des services publics qui sont parfois le seul patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas à titre personnel. Michel Dantin, même question. À titre personnel, comment avez-vous vécu cette période si singulière ? Je crois évidemment que c'était une situation que personne n'avait jamais imaginée. Je pense que nous avons touché là une des limites de la mondialisation et de la globalisation. Quand certains disaient que la planète était devenue un village, oui, c'est un village avec toutes ses limites et avec tous ses dangers. Je crois que, comme toujours dans des périodes de grave crise, des personnes se sont révélées, des liens nouveaux se sont créés. Y aura-t-il un monde d'après comme il devait déjà y avoir un monde d'après, après la crise de 2008, j'en suis pas totalement convaincu, mais ce dont je suis convaincu, c'est qu'il faut que tous ensemble, et de la commune jusqu'au sommet de l'État ou de l'Europe, on se repose des questions sur nos modèles. J'avoue que découvrir que nous ne disposons plus des molécules de base de produits pharmaceutiques et qu'il faut s'en remettre aux Chinois pour les obtenir, c'est quand même une révélation qui a fait mal à beaucoup. Et quand j'entends le président de la République dire qu'il faut relocaliser, retrouver une indépendance, moi j'ai été 10 ans député européen. Pendant 10 ans, j'ai revendiqué l'indépendance alimentaire de l'Europe. Vous m'avez d'ailleurs entendu dans un débat évoquer ces questions-là à plusieurs reprises. Je crois qu'il faut qu'on se repose des questions sur notre modèle économique en particulier et sur les circuits économiques qui, aujourd'hui, ont conduit grâce ou à cause plus exactement à la recherche du profit, à aller chercher toujours les coûts les plus bas et à exporter, à expatrier tout, y compris nos pollutions d'ailleurs.
Alors avant de voir quels peuvent être les impacts de cette crise sanitaire sur Chambéry, sur vos programmes respectifs peut-être, je vous propose, messieurs, d'écouter cette question qui vous est posée par Nelly Asséna, rédactrice en chef de France Bleu Pays de Savoie. C'est la question piège, malicieuse, mais ô combien intéressante de ce débat. On l'écoute. Bonsoir à tous. C'est une question à la fois pour Michel Dantin et pour Thierry Repentin. Thierry Repentin, en ce moment, pour le second tour des municipales, vous mettez beaucoup en avant dans votre campagne la santé, et notamment la création d'un adjoint à la santé à Chambéry. Il y a 4 mois, sur ce même plateau, c'était la LGV Lyon-Turin qui, selon vous, était capitale. Vous, Michel Dantin, quand on est chambérien, on a rarement vu fleurir, pousser aussi vite et autant des pistes cyclables dans la ville. Alors ma question est la suivante. Est-ce que cette crise qu'on vient tous de connaître, de vivre du Covid, ne vous a pas poussé à réorganiser un petit peu votre programme et clairement à être plus écolo et plus social? Alors on est plus à gauche après le Covid, Michel Dantin? Je ne sais pas si on est plus à gauche. En tout cas, ce que l'on a anticipé, c'est la peur des utilisateurs des transports en commun de monter dans les transports en commun. Et nous avons bien fait de l'anticiper puisque avant la crise, il y avait environ 40 000 personnes par jour dans les transports en commun chambériens. Actuellement, on est à 35 000 personnes par semaine. Et donc, c'est pour faire face à ces modes alternatifs que nous avons pris l'initiative de développer, sans beaucoup d'études préalables, très vite quelques kilomètres de pistes cyclables supplémentaires. La vraie question, c'est qu'il faudra ramener les gens dans les transports en commun parce que l'agglomération chambérienne ne peut pas vivre sans beaucoup de monde, compte tenu de sa configuration, dans les transports en commun. La traversée de Chambéry, c'est quelque chose que nous avons largement engagé au cours de ce mandat avec les aménagements du quai des Allobroges, du secteur du Palais de Justice. Nous avions dit que nous voulions finir avec l'avenue des Ducs. Je me suis déjà exprimé sur la raison des non-travaux avenue des Ducs à cause des arrêts du parking qu'on a évoqué tout à l'heure. Je pense que cette crise, elle nous oblige à prendre des décisions qui sont des décisions qui vont dans... l'exemple, créer des pistes cyclables immédiatement, parce qu'il faut faire face à des comportements nouveaux. Je le dis très clairement, les 30 000 personnes par jour qui ne sont pas dans les transports en commun, Chambéry ne peut pas les supporter en voiture, parce que la géographie des lieux ne le permet pas. Donc, certes, à la belle saison, il est facile et pratique d'utiliser le vélo. Il y a un fort développement du vélo électrique. Et d'ailleurs, cet après-midi même, je vais signer une convention avec un certain nombre d'opérateurs négociants de vélos électriques compte tenu des primes que nous allons leur apporter. Il faut tenir compte. La politique, c'est gérer, c'est prévoir. Mais c'est aussi répondre aux besoins d'urgence lorsqu'ils apparaissent. La crise en a fait apparaître beaucoup. Celui-là est une conséquence de la crise. Thierry Repentin, même question. Quels sont les besoins d'urgence? Quelles sont les mesures à prendre pour faire face à cette crise sanitaire à l'échelle d'une ville comme Chambéry? Alors, premièrement, je voulais simplement préciser que nous avions placé la santé dès le mois de mars dans nos toutes premières priorités. Nous avions consacré d'ailleurs un forum spécifique ouvert dans les quartiers avec le témoignage d'une adjointe de la ville de Villeurbanne qui fait partie des villes françaises sur l'Organisation mondiale de la santé, structure que nous souhaitons rejoindre à Chambéry car il n'y a pas de raison que nous ne rattraperions pas le retard de la ville sur la prise en compte de la dimension santé pour les Chambériens. Ce qui veut dire que cette dimension santé, il faut l'introduire dans toutes les politiques. Par exemple, le fait de prôner 100% de bio, de local ou de saison dans les crèches, dans les cantines scolaires, dans les EHPAD, pour que la nourriture de qualité ne soit pas réservée à celles et ceux qui en ont le pouvoir d'achat. C'est aussi la politique santé, se mettre dans le dispositif bouger sur prescription qui permet à des personnes qui sont loin de l'activité physique d'y revenir à travers cette prescription médicale, en quelque sorte. Et puis sur les transports, moi je suis ravi de cette conversion de dernière minute du maire de Chambéry qui, il y a quelques jours, disait « je n'aurais pas parié un copec sur le développement du vélo à l'échelle de l'agglomération ». Je suis donc heureux de cette conversion de dernière minute sur le vélo, mais c'est dommage qu'on ait consacré si peu à la sécurisation des pistes cyclables à Chambéry. Par le passé, c'était 1 million par an. On est descendu à 300 000 € en 2017. Et puis, moi, je voudrais dire que je rencontre des personnes dans les quartiers qui me disent, tôt le matin, on ne peut plus prendre le bus pour aller travailler
parce que les horaires ont été reniés le matin. Tard le soir, on ne peut pas aller à un spectacle ou au cinéma parce que c'est pareil, il n'y a plus de desserte en transport en commun. Et avant, nous avions un réseau qui alimentait tous les quartiers de la ville de Chambéry. Ils se rejoignaient tous à un endroit, on descendait du bus, on pouvait prendre déjà parlé sa ici, correspondance, mais c'est tour. un vrai sujet. Car si vous voulez faire que les gens abandonnent leur véhicule personnel pour se développer, quel que soit le but de ce transport, c'est qu'il faut qu'il soit performant par rapport à la voiture. Il ne l'est pas, et je regrette franchement que la ville de Chambéry n'ait pas trouvé les voies et moyens d'un accord avec la ville d'Aix-les-Bains pour offrir un vrai réseau performant qui desserve notamment les zones d'activité économique, car les salariés me disent toute la difficulté à se rendre sur leur lieu de travail en bus. Ils ne le peuvent pas, donc ils n'ont pas de solution pour la voiture. Alors on peut peut-être au moins développer le covoiturage et arrêter par exemple cette gabegie financière où on donne chaque année 500 000 € d'argent à une société autoroutière, en l'occurrence Area, pour diminuer le coût des péages, et on pourrait le réorienter sur le développement par exemple du covoiturage, de l'autopartage. Et je pense que la responsabilité du maire de demain, le nouveau qui sera élu, c'est de rassembler les entreprises du bassin en leur disant la loi d'orientation des mobilités va vous demander d'accompagner les salariés avec un versement mobilité plutôt que de le faire dans votre entreprise. Mutualisons cet argent pour développer la politique cyclable, la politique du covoiturage, bref, tout ce qui concourra à faire de Chambéry une ville plus paisible où on pourra se mouvoir en toute sécurité, que l'on soit en transport en commun, en vélo ou à pied. Conversion tardive au vélo, Michel Dantin. Non, je voudrais d'abord dire que j'ai effectivement dit, et je n'ai pas honte de le dire, qu'il y a 10 ans, compte tenu de la topographie de Chambéry, je ne croyais pas au vélo. Heureusement qu'on ne vous a pas écouté à l'époque, les élus. Que le développement... Oui, vous avez fait quoi pendant ces 10 ans? Le vrai morceau significatif dans Chambéry, Monsieur Repentin, vous n'allez pas me dire que c'est sur les quais. Il a été fait au cours de ce mandat. Vous n'allez pas me dire que c'est le lien sur les quais. Si, je vais vous dire que c'est le lien sur le quai. Non, je rigole pas. Si vous avez ce classement au niveau national, c'est parce que vos prédécesseurs ont courageusement, eux, investi des COPEC justement pour sécuriser et créer des bandes cyclables et des pistes cyclables. Pistes cyclables, on est d'ailleurs plus en sécurité que sur les bandes. Ce morceau, il est déterminant dans le classement que nous avons obtenu, et j'entends bien poursuivre la sécurisation de la traversée de Chambéry. De la même manière que j'entends bien poursuivre une sécurité sur tous les grands axes dans le grand triangle de l'agglomération chambérienne. Je le fais morceau par morceau, au fur et à mesure des opportunités qui se présentent. D'1 million d'euros à 300 000 euros. Mais c'est pas. Vous parlez de l'agglomération, moi je vous parle des travaux qui sont faits dans la ville de Chambéry. Vous savez que vous êtes intimement lié dans la politique des transports bien que quand entre les la ville vous arrangent, et l'agglo. Vous les utilisez allègrement. Pas du tout. Vous avez souhaité inaugurer une piscine avec tous les honneurs dus à cet équipement. Il a été programmé par l'agglomération. Vous avez participé à l'inauguration de la gare. Ce n'est pas la ville de Chambéry qui l'a porté. Donc on ne peut pas s'arroger ceux que l'on souhaite s'arroger pour avoir un très bon bilan et rejeter vous savez ceux très qui bien ne que seraient pas un bon bilan. La circulation reste une compétence de la ville et que lorsqu'on décide d'enlever une voie de circulation sur un quai, pas l'agglomération qui le décide tout seul. C'est bien parce que le maire souhaite que cet aménagement ait lieu à tel endroit. Et d'ailleurs, les travaux sont encore en cours puisqu'on est en train de réaliser le parc de Blainville dans l'ancien Tedement Vétrotex et que je pense qu'à l'automne, on pourra aller depuis le centre-ville jusqu'à la passerelle Armand-Chal en ayant un espace complètement sécurisé. Alors il faudra convaincre les associations qui font la promotion du vélo, qui visiblement ont du mal à assumer complètement votre... oui, mais c'est pourtant sans doute un problème d'incompréhension, de dialogue. On y revient c'est pourtant, à ce que l'on disait tout à l'heure. les usagers du vélo qui font les classements nationaux. Alors, au-delà de cette question de mobilité... C'est pas moi qui fais le classement national dans lequel au-delà on de cette question et de remerciez donc mobilité, celles et ceux qui ont investi avant que vous n'arriviez. Importante, à tel point que vous n'arrêtez pas d'en débattre, ce qui est tout aussi intéressant. Au-delà de cette question des mobilités, comment le Covid peut-il impacter la vie à Chambéry? Certes, Chambéry, là-dessus, vous serez tous les deux d'accord, est plutôt agréable à vivre. On parle énormément de retour de la nature en ville, de remettre un petit peu de faune, voire de flore dans ces villes. Est-ce que c'est possible dans une ville comme Chambéry? Et comment faire pour remettre un petit peu de verdure dans cette ville? D'abord, je pense que la principale conséquence du Covid, elle risque d'être économique.
et sociale ensuite. Donc il faut tout mettre en œuvre pour continuer à développer économiquement la ville, à continuer à faire venir des entreprises, à accompagner les entreprises pour créer des emplois. Ça me paraît être le point le plus déterminant. Alors je réponds à votre question sur, bien sûr, sur l'environnement. Moi j'aime beaucoup les gens qui parlent beaucoup d'environnement en n'ayant pas beaucoup fait de choses. Moi j'ai créé le Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie, j'ai présidé l'Agence de l'eau, j'ai présidé le comité de bassin versant du lac du Bourget. Dans ce mandat, je pense qu'on a fait une très belle réalisation dans la Lesse depuis le début de la zone découverte jusqu'à l'autoroute. Et nous allons continuer des aménagements qui font re-rentrer la nature en ville. Ce que nous avons fait sur le boulevard de la Colonne est un embryon de ce que nous voulons faire, notamment dans la requalification des cours d'école, parce que je pense qu'il faut créer des îlots de fraîcheur pour faire face au changement climatique dans tous les coins de la ville, de manière à permettre à tout le monde, et notamment aux personnes âgées, d'être à environ 150 mètres d'un tel lieu. C'est ce que j'ai appelé d'un nom pas très beau, mais le décroutage de la ville. Il faut enlever du goudron pour remettre de la végétation dans la ville. Il faut aussi qu'au niveau urbanistique, nous développions les toitures terrasses et les toitures enherbées. Vous savez, si on obtenait 7% de toitures terrasse enherbée dans la ville, on diminuerait vraisemblablement, d'après les études, la température d'1 degré. Thierry Repentin, même question. Comment réensauvager, selon un mot à la mode, cette ville? En tout cas, la renaturaliser. En faisant non pas un élément de fin de mandature, mais une priorité pour tout le mandat. Et c'est différent avec ce qui s'est passé. La Lesse, je crois qu'effectivement, il y a la Lesse, c'est en début une de mode qui peut être portée à des fins électorales. Et moi, ce que je vois, c'est que avec Aurélie Lemeur, nous avons aussi le soutien d'Europe Écologie Les Verts, qui ne l'aurait pas apporté si le programme n'avait pas été à la hauteur des espérances de ce parti. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, qu'il fallait être très vigilant sur la qualité de l'alimentation apportée aux Chambériennes et aux Chambériens. Et cet objectif, par exemple, de 100% d'aliments bio de saison ou locaux, c'est un objectif que nous tiendrons. Comment on fait dans sur une cette même question, où il y a plus forcément beaucoup de terres maraîchères? Nous nous sommes battus, voilà, très bonne transition, sur le fait que dans le plan local d'urbanisme qui était en discussion, on ne voit pas disparaître les dernières terres maraîchères et bio de Chambéry. C'était malheureusement dans le projet porté par l'agglomération de Chambéry. Nous nous sommes battus pour préserver. Et il ne faut pas préserver. Il faut même développer pour avoir effectivement une agriculture de proximité. De la même façon, je crois qu'il faut mettre le paquet sur la transition des transports. Nous l'avons vu, je n'y reviens pas, mais oui, il faut faire plus sur le transport en commun, sur le covoiturage, sur le vélo, mais aussi avoir un programme très ambitieux sur les bâtiments. Pourquoi ? Parce qu'avec les transports, les bâtiments, c'est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre que nous devons combattre. Et nous nous engageons à ce que nous soyons sur la neutralité carbone 10 ans avant l'objectif qui est fixé par la COP 21. Et puis, parce que derrière, au-delà de la préservation de l'environnement, il y a un problème d'ordre social. Des bâtiments, des logements qui sont mieux entretenus d'un point de vue énergétique, mieux rénovés. C'est de l'énergie, évidemment, qui n'est pas consommée. C'est du pouvoir d'achat qui est apporté à nos compatriotes. Et puis, c'est la valorisation des logements qui devront, dans les années qui viennent, avoir un niveau qualitatif minimum. Il faut qu'on anticipe tout cela, toutes ces futures réglementations qui s'imposeront. Et il faut le faire d'une façon volontaire. Énormément. Je pense que les Chambériens ont d'ores et déjà beaucoup d'éléments pour se positionner selon leurs opinions, selon leurs souhaits. On va quand même leur donner une dernière occasion de trancher entre vous deux. Vous allez avoir chacun 40 secondes face caméra pour convaincre une dernière fois les Chambériens de voter pour vous plutôt que pour votre adversaire. Michel Dantin, ça se passe sur la caméra de droite. Vous avez 40 secondes chrono. Au cours des 6 ans qui viennent de s'écouler, les Chambériens ont vu bouger leur ville. Ils ont vu des entreprises nouvelles se développer. Ils ont vu des animations inédites, des séquences festives. Et finalement, l'image de Chambéry a beaucoup évolué au cours de ces années. Un certain nombre de classements nous le montrent. Moi, je souhaite que l'on continue à parler positivement de Chambéry pour la fierté des Chambériens, pour le bonheur des Chambériens, mais aussi pour amener de l'attractivité économique qui permettra à chacun de voir son pouvoir d'achat évoluer. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la richesse de la ville, c'est la richesse de chacun des citoyens de Chambéry.
40 secondes, Michel Dantin, merci beaucoup. Thierry Repentin, même exercice pour vous sur la caméra de droite également. Au cours du premier tour, les Chambériennes et Chambériens ont exprimé véritablement un désir de changement. Ils nous ont dit aussi à Aurélie Lemeur et à moi-même de faire cause commune pour apporter un nouvel horizon à Chambéry. Nous avons travaillé en responsabilité et chacun a fait un pas vers l'autre. J'ai conscience que de nouvelles pratiques politiques doivent être mises en place à Chambéry. Nous allons les mettre en œuvre. C'est le droit d'interpellation, c'est le respect des habitants des quartiers, c'est la reconnaissance aussi des associations comme acteurs de notre ville, et c'est une concertation sincère. Nous partageons un programme volontariste, plus économe, solidaire, dynamique et citoyenne. Attention, nous avons Repentin, le temps une envie, est nous écoulé. avons de l'énergie. Rejoignez-nous. Merci beaucoup à vous deux d'avoir permis ce débat. Nous, on se retrouve demain avec une nouvelle étape à Fontaine en Isère. Tout de suite, votre journal des Alpes. À demain.